Voilà, merci. Notre dernière audition de cette journée est celle de Monsieur Frédéric Gonan et de Monsieur Thomas Kerting. Voilà. Puisque je vous prie de bien vous excuser l'absence de Madame Mathilde de Lorenzi, donc deux des trois auteurs de La bataille de l'air, ouvrage paru en janvier 2015, donc d'une brûlante actualité. Il va sans dire que cet ouvrage a retenu dès sa parution toute notre attention, puisqu'il promeut l'idée que la lutte contre la pollution de l'air est facteur de croissance et d'innovation. La commission d'enquête a donc souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse, et un compte-rendu en sera publié avec le rapport. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à messieurs Gonan et Kerting de prêter serment, rappelant pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Frédéric Gonan, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Thomas Kerting, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Messieurs, à la suite de votre exposé introductif, ma collègue Leïla Echi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions. Il me reviendra également de vous en poser pour établir un moment de dialogue et nous nous donnons 3/4 d'heure environ. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Thomas Kerting et moi-même vont vous présenter pour une présentation introductive de 10 à 15 minutes les principaux éléments qui sont dans notre livre, dont nous avons le plaisir de vous offrir 2 exemplaires. Merci beaucoup, Thomas, absolument. Donc c'est un livre qui se propose de résumer la littérature existante en matière d'analyse économique de la pollution de l'air. Donc je suis professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Et Thomas? Et moi-même, je suis entrepreneur et je suis délégué général de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique qui regroupe les PME de la qualité de l'air en France. Et je suis aussi administrateur du comité 21. Je vais probablement passer rapidement sur les premiers transparents de présentation parce que je pense qu'ils vous sont bien connus et ce que je vous propose avec votre accord, c'est de me centrer sur les aspects économiques au sens strict et les instruments à la disposition des pouvoirs publics pour améliorer la pollution de l'air. Donc je ne vous apprendrai pas que les pics de pollution qui habituellement étaient plutôt le propre, au moins dans l'esprit des gens, des métropoles asiatiques, avec une situation très préoccupante en Chine. Ce problème de la pollution de l'air, en fait, est devenu un problème occidental et j'allais dire parisien. C'est le transparent suivant, avec le premier épisode de pollution de l'air en mars 2014, et le premier épisode de circulation alternée des transports à Paris. Donc c'est un événement qui a marqué les consciences et qui a fait prendre conscience aux gens que la pollution de l'air, maintenant, ce n'était pas uniquement en Chine ou en Indonésie, mais que c'était un sujet qui touchait la vie quotidienne des Français. Donc s'il touche la vie quotidienne des Français, il a ipso facto une dimension politique. Je m'excuse, mais ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Alors, premier exemple de cette dimension politique, les mesures d'urgence contre la pollution de l'air à Paris en mars 2014. Je reviendrai sur la situation berlinoise, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en œuvre dans un certain nombre de villes, à Mexico aussi. Et puis une dimension politique depuis longtemps aux États-Unis, puisqu'il y a le dispositif législatif du Clean Air Act, qui est en place aux États-Unis depuis maintenant 25 ans quand même, il convient de le souligner. Alors, les multiples visages de la pollution de l'air, je ne reviendrai pas dessus, je pense que vous les connaissez mieux que moi, les particules fines, le dioxyde d'azote, essentiellement émis par les transports, le dioxyde de soufre qui est assez lié au processus industriel, le monoxyde de carbone et l'ozone. Toujours une distinction très importante entre l'émission et la concentration. Quand je fais ce type de conférence, j'explique qu'un automobiliste dans sa voiture pris dans un embouteillage sur le périphérique ou les grands boulevards
prend beaucoup plus de pollution de l'air que le cycliste à 7 mètres de l'axe principal sur une voie cyclable, puisqu'il y a beaucoup d'émissions, mais il y a beaucoup de dilution aussi très rapidement de la pollution de l'air. Ce qui fait, c'est un sujet qu'on pourra surtout voir avec Thomas, que la modélisation des concentrations d'agents polluants est très compliquée, puisque cette concentration est très mouvante. Conséquences multiples au-delà de la santé et de l'économie, c'est un point qui pourra vous intéresser. On pense toujours au cancer du poumon, aux effets sur le PIB, certes, mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup d'autres aspects de la pollution de l'air. Il y a les pertes de visibilité. Quand on ne voit plus rien, les avions n'atterrissent plus. Et ça s'est déjà vu, ça génère des coûts, notamment par exemple en Californie, et on peut mesurer la visibilité de l'air, qui peut parfois diminuer de 70 à 80%. Ça augmente aussi les accidents de la circulation, tout ça représente des coûts économiques qu'il faut savoir évaluer. Rendement agricole, une surconcentration d'ozone troposphérique peut faire baisser les rendements agricoles jusqu'à 10% dans le bassin parisien, ce sont des études qui fournissent cet ordre de grandeur-là. L'usure des bâtiments aussi, et tout ce qui touche à la biodiversité, j'y reviendrai. Je balaye assez rapidement avant d'en venir au coût exact de la pollution de l'air. Permettez-moi d'insister sur la question de la pollution de l'air intérieur. C'est un sujet important, mal connu, généralement. C'est vrai qu'il a une dimension particulière en Afrique, puisque la cuisson se fait encore avec des matériaux biologiques, du feu de bois, pour parler clair. Mais dans nos pays aussi, la pollution de l'air intérieur est une vraie question. Vous savez qu'il y a un observatoire de qualité de l'air intérieur qui fait des outils de mesure. C'est un établissement dont la fonction me semble importante et qui fournit des études très intéressantes sur les sujets qui lui reviennent. En tout cas, il y a peu de pays qui disposent de cet outil-là. Bon, je passe rapidement. La pollution de l'air à l'intérieur des véhicules aussi. Cela dit, j'ai vu dans la presse, pas plus tard que ce matin, un article qui montrait que la pollution de l'air à l'intérieur du métro était plus élevée qu'à côté du périphérique, signe que le sujet n'est pas anodin. J'ai mis le lien Internet pour ceux qui voudraient s'en convaincre. La RATP tient un jour ce genre de mesures sur Internet. Quand on pense pollution de l'air, il faut aussi avoir en tête le fait que sa géographie est à la fois très locale et très internationale. Très locale, c'est le pot d'échappement qui est à 2 mètres de vous. Très international, c'est quand la Chine produit beaucoup et que les vents ne tournent pas du bon côté. Ou quand, par exemple, l'Indonésie brûle ses forêts pour libérer de la terre arable et que toute la fumée part sur Singapour. Non seulement ça s'est déjà vu, mais ça a généré une crise diplomatique entre les deux pays. C'était vraiment tendu, puisque, par exemple, Singapour, pendant 2 semaines, il n'y a pas eu de tourisme. C'est une source de revenus considérable qui a été perdue. Donc, je passe sur ces aspects-là. Tout cela est décrit dans le livre. La pollution transfrontalière. Il ne faut pas oublier que la pollution de mars 2014 à Paris était en partie liée quand même à la production d'électricité en Allemagne, qui utilise beaucoup de charbon, comme vous le savez. Alors, les manifestations sanitaires, un petit point je détaille les seuils et les affections qui sont liées à l'augmentation de la pollution de l'air, notamment en termes de voies respiratoires. Et évidemment, ce que les médecins savent faire, c'est transformer cela en probabilité de survie. Et là où le travail des économistes arrive, c'est comment monétiser cette perte d'espérance de vie en euros, puisque les économistes aiment bien transformer les choses en unités monétaires. Je rappelle simplement, c'est un ordre de grandeur qui peut vous intéresser, que le coût sanitaire, avant de revenir aux aspects économiques, le coût sanitaire de la pollution de l'air en Europe, c'est 10 fois, le coût en mortalité, c'est 10 fois les accidents de la route. C'est-à-dire que si vous prenez les baisses d'espérance de vie liées à la pollution de l'air et à ses effets sur la santé, que vous les ajoutez, ça va vous faire des équivalents morts. Ça ne veut pas dire que vous avez des gens qui vont mourir dans la rue, évidemment, mais quand vous empilez tout ça, vous allez avoir des équivalents morts. Et cet équivalent mort est 10 fois le nombre de tués sur les routes en Europe et en France. Ça fait beaucoup. Et j'en viens à la question du coût. Alors, je crois que la notion de coût en économie n'est pas toujours très bien comprise. Le coût, ce n'est pas nécessairement une dépense. Ce n'est pas nécessairement un flux d'argent.
ce n'est pas nécessairement du PIB en moins. Le coût, c'est la perte de quelque chose qui a de la valeur. En l'occurrence, une vie en bonne santé. Et vous pouvez être plus malade, il n'y aura pas de cash qui sortira des caisses de l'État, enfin, en tout cas, au premier ordre. Mais quand vous perdez quelque chose qui a de la valeur, vous avez un coût économique. Vous savez qu'il y a toute une réflexion qui se développe pour dire que le PIB, c'est une mesure du bien-être qui est intéressante, qui sort 44 jours après la fin du trimestre. On a eu le PIB du premier trimestre qui est sorti la semaine dernière, mais il n'a pas pour vocation à tout mesurer. Ce n'est pas pour vocation à mesurer le bien-être. Quand on parle de coût en économie, on ne se limite pas à l'approche un peu comptable, matérialiste du PIB, qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Le coût, c'est la perte de quelque chose qui a de la valeur. En l'occurrence, on parle du coût de la mortalité, ou si on veut vraiment être précis, le coût d'une probabilité plus élevée de mourir plus tôt. Alors, la probabilité plus élevée de mourir plus tôt, les épidémiologistes peuvent la calculer. Et le travail de l'économie, c'est de se dire comment je vais transformer ça en euros. Alors, la technique qui est utilisée, c'est la méthode de la valeur statistique de la vie. Alors, je pense qu'elle est souvent mal comprise aussi. C'est-à-dire que la valeur statistique de la vie, ça n'est pas combien je valorise une vie humaine. Parce qu'évidemment, après, on a les critiques, en l'occurrence infondées pour le coup, qui consistent à dire les économistes évaluent à 3 millions d'euros le prix d'une vie humaine. Ça, c'est une façon de présenter les choses qui est imprécise, voire impropre. Ce que l'on fait, c'est on demande aux gens, vous êtes averse au risque, vous voulez vivre en bonne santé longtemps. Combien êtes-vous à payer pour éviter une augmentation de la mortalité? On a des dispositifs expérimentaux qui permettent de savoir combien les gens, en moyenne, sont disposés, par exemple, à payer pour éviter que pour faire baisser la probabilité de leur décès, par exemple, de 0,003% dans l'année à 0,002%. Alors, je repasse sur les dispositifs expérimentaux. Le fait est qu'on arrive à le mesurer. Ça ne veut pas dire que c'est très précis, mais ça veut simplement dire que sur une population de 100 000 personnes, eh bien, les gens sont prêts à payer $30 pour éviter une augmentation de leur probabilité de décès. $30 fois 100 000, sur une population de 100 000, ça vous fait le coût de la perte d'une vie de 3 millions de dollars. Le calcul est développé un petit peu dans le livre. Évidemment, je ne veux pas m'étendre sur le moyen. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire la vie humaine coûte 3 millions de dollars. Ça veut dire une collectivité est prête à mettre 3 millions de dollars sur la table pour éviter un décès prématuré. Donc, valeur statistique de la vie, c'est un peu rapide comme expression, mais ça permet de synthétiser cette méthode. Cette méthode a un avantage, cette méthode a un inconvénient. Son avantage, c'est que théoriquement, elle est vraiment très fondée. Elle est vraiment très stable. Elle repose sur des standards de l'analyse économique, l'aversion au risque, la prime de risque. Et quand on veut mesurer quelque chose, la première démarche, c'est déjà d'avoir une méthodologie bien assise. Parce que les gens me disent « Ah ben oui, mais à ce moment-là, il faudrait prendre le coût du médecin que va voir le malade, plus le coût de l'assurance, plus le coût de celui qui tousse. » Et en fait, quand vous faites ça, vous faites des doubles comptes dans tous les coins et en fait, votre calcul est faux. Donc, les gens qui ont travaillé là-dessus, en l'occurrence, c'est Jacques Drèze, mais ça fait 40 ans qu'on est sur cette méthode-là, ont un peu retourné le sujet dans tous les sens. Et on a vraiment de bonnes raisons, je pense, de penser que ça, d'un point de vue théorique, c'est la bonne méthode pour évaluer le coût économique d'une mortalité. L'inconvénient, c'est que c'est imprécis. En gros, les évaluations du coût de la valeur statistique de la vie, donc du coût de la pollution de l'air, du coût de la mortalité, varient du simple au triple. Et on a peu de moyens de faire plus précis que ça. Donc, quand j'ai dit 3 millions, en fait, c'est le milieu d'une fourchette entre 1,5 et 4,5. Et franchement, vous dire si c'est 2 ou 4, dans la littérature, on ne sait pas trop. Mais au moins, on a une fourchette. Ça donne une idée. Donc, ce n'est pas une perte de PIB, c'est une perte de bien-être. Alors, évidemment, quand on a 10 fois plus de morts par pollution de l'air que sur les accidents de la route, que vous multipliez par 3 millions par personne, vous obtenez des ordres de grandeur des coûts pour les coûts économiques de la pollution de l'air qui sont absolument énormes. Alors, l'OCDE s'est amusé au calcul, je vous donne les chiffres.
Donc ça fait beaucoup de milliards. Quand on rentre dans la valse des milliards, on y perd un peu son latin, si je puis dire. Alors pour mémoire, le PIB de la France, c'est 2000 milliards de dollars. Donc là, vous voyez 55 milliards de dollars, ça fait déjà presque 3 points de PIB. Et 496, ça fait 500 milliards de dollars aux États-Unis. Aux États-Unis, le PIB, pour donner un ordre de grandeur, c'est 10 000 milliards de dollars. Donc ça fait aussi 5% du PIB. En gros, si on fait la moyenne sur les différents États dans le monde, le coût annuel de la pollution de l'air, en équivalent bien net, c'est quelques points de PIB. Et si on associe tous ces chiffres en milliards de dollars que je vous donne, ça fait 3 000 milliards de dollars, c'est un tiers du PIB des États-Unis. Attention, ce n'est pas une perte de PIB, c'est une perte de bien-être transformée en dollars. C'est toujours un peu long à expliquer, mais parfois on fait des raccourcis. Évidemment, ceux qui souffrent le plus, c'est la Chine et l'Inde est un petit peu en dessous, mais elle se développe très bien, malheureusement, dans le mauvais sens en ce moment. Bon, donc des coûts économiques colossaux. Alors c'est important d'avoir ça en tête parce qu'évidemment, quand les pouvoirs publics investissent de l'argent là-dedans, on a une problématique coût-avantage. C'est-à-dire, moi, je veux bien mettre de l'argent public, mais si mon gain en bien-être est supérieur derrière, on verra que c'est le cas d'ailleurs. Mais il faut déjà analyser l'effet de bien-être. Alors, air pur et analyse économique. Maintenant, quels sont les instruments à la disposition des pouvoirs publics? Alors, l'air pur, pas de chance, c'est ce qu'on appelle un bien public pur, c'est-à-dire, je ne vais pas faire un cours de microéconomie, ce n'est pas le lieu. Enfin, pour se souvenir, il n'y a pas de prix de marché et personne ne veut payer pour l'avoir parce que personne n'a intérêt à le faire, puisque si vous payez, c'est votre voisin qui va en bénéficier, il vous dira éventuellement merci, mais c'est vous qui aurez encaissé le coût de dépense de l'investissement et votre voisin en profitera. Donc le marché ne sait pas valoriser ça, le marché n'est pas à même de fournir un bien qu'on appelle l'air pur. Il peut fournir des baguettes de pain à un prix bien évalué, mais l'air pur, il ne sait pas faire. Alors, il y a 3 moyens pour corriger cette externalité, pour jargonner un peu. Le premier, c'est la réglementation. Parce qu'on a tous en tête l'histoire des taxes et des marchés à polluer. OK. Mais je pense que la réglementation, non seulement il ne faut pas la négliger, mais plus j'avance dans mes recherches et mes publications, plus j'ai tendance à penser que c'est vraiment un élément indispensable d'une bonne réponse. Si on pense qu'il y a des matières qui sont des poisons ou des choses qu'on ne veut vraiment pas voir, la bonne réponse, ce n'est pas une taxe ou un marché à polluer où on essaye de faire du fine-tuning. La bonne réponse, c'est une loi. C'est le lieu. Alors, la réglementation, l'avantage, donc c'est-à-dire une loi où vous dites, bah voilà, il y a un plafond, et puis tout ce qui est au-dessus de ce plafond, c'est interdit. Alors, l'avantage, c'est qu'évidemment, c'est efficace, puisque, enfin, sous l'hypothèse que les lois sont parfaitement appliquées, évidemment, vous n'allez pas dépasser le plafond. Alors, c'est quelque chose qu'on a appliqué, comme vous le savez, dans le secteur automobile, en matière d'émissions de dioxyde de soufre, qui ont été, automobile et industriel. Alors, le président est originaire de la Lorraine, moi aussi. Moi, quand j'étais petit, on parlait beaucoup des pluies acides. Dans les années 80, alors il y a une politique qui a été vraiment couronnée de succès, c'est la lutte contre le dioxyde de soufre en Europe, aux États-Unis aussi. Mais là, on y allait au marteau, c'est-à-dire on a divisé par 15 au bout en 20 ans les concentrations de dioxyde de soufre. Et ça a très bien marché. Aux États-Unis, ils ont fait un marché de droit à polluer, ça a très bien marché aussi, mais parce que c'était vraiment bien monté. Bon, en tout cas, c'est efficace. Alors, en même temps, il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est pas facile à contrôler. Comme vous le savez, quand on fixe un plafond pour les gens, vous avez tous les lobbies de la Terre qui vous arrivent dessus pour dire bah, il ne s'applique pas à moi, donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis, je ne développe pas ce point-là, mais les économistes adoreraient vous prouver par A plus B que la réglementation ne vous permet pas de dépolluer au moindre coût. Or, un économiste, ça veut toujours vous faire dépolluer au moindre coût. Et donc, il vous proposera une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. OK. L'avantage, c'est que là, vous savez que vous dépolluez au moindre coût. Bon, je ne sais pas la démonstration, mais enfin, tenons le point pour acquis. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un double dividende. Ça, c'est un peu mon domaine d'étude. C'est-à-dire que si, pour faire simple, si vous faites une taxe carbone et que, en compensation, vous baissez des cotisations sociales sur les revenus du travail, non seulement vous allez baisser les émissions de polluants, mais en plus, vous allez créer quelques emplois. Donc ça, c'est le double dividende. La limite de la taxation sur les polluants atmosphériques, c'est que vous avez parfois des difficultés de mesure de la pollution. C'est peut-être pas l'argument le plus massif. Mais surtout, on se rend compte que c'est quand même moins efficace que la réglementation. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis après, vous avez l'outil le plus sophistiqué, que les technocrates de tout poil adoreront vous parler en vous disant que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Honnêtement, théoriquement, oui. En pratique, à titre personnel, j'en doute, et je pourrais durer longtemps sur le sujet.
En tout cas, ça a très bien marché aux États-Unis pour diminuer les dioxydes de soufre dans les années 90. Les avantages sont les mêmes que la taxe sans les inconvénients, c'est-à-dire que c'est assez efficace pour faire baisser les émissions de polluants atmosphériques. C'est assez efficace quand ça marche. Et le problème, c'est que faire marcher un marché droit pollué, c'est compliqué. Il faut une gouvernance efficace, il faut un contexte juridique stable, il faut des sanctions crédibles, il faut une architecture régulatoire complète et fluide. En bref, il faut un certain nombre de choses qu'on n'a pas eues sur le marché de droit à CO2 dans l'Union européenne. Cela dit, la situation serait améliorable sans trop de difficultés, moyennant quelques changements. Alors, la protection de la qualité de l'air, encore insuffisante. Je vais passer rapidement là-dessus. Ce transparent-là reprend un chapitre qui fait un petit peu l'historique des différents outils réglementaires en Europe pour lutter contre la pollution de l'air. Le graphique à gauche est intéressant. La courbe en rouge, c'est la concentration en dioxyde de soufre en Europe. Vous voyez qu'elle est considérablement diminuée. C'est un vrai succès. Par contre, la concentration en dioxyde d'azote, elle, a baissé moins rapidement. Et cela, sans vouloir simplifier un problème qui ne l'est pas nécessairement, c'est quand même en bonne partie lié au taux de dieselisation du parc automobile européen en général et français en particulier. Bon, je passe sur l'Europe. La Chine, le principal problème de la Chine, c'est pas tant le dioxyde de soufre que les particules fines issues du charbon. Je vous rappelle quand même que la Chine, moi je suis économiste de l'énergie, donc la Chine c'est un système énergétique qui à 80% fonctionne au charbon. Bon, j'ai fait un petit peu un petit résumé sur ce transparent. Je passe pour ne pas être trop long. On s'est livré à un chapitre d'analyse un peu industrielle sur les services et les produits nouveaux qui répondent à ce problème de la pollution de l'air, parce que c'est un enjeu d'économie publique, évidemment, c'est un bien public, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est toujours intéressant de voir si les acteurs privés, ils n'ont pas eux aussi intérêt à rentrer sur ce marché-là. Donc on a développé, ce que je ne ferai pas ici dans le livre, une description de la filière en matière de dépollution de l'air, de la filière d'agents privés. Il y a un point qui est important, c'est que la purification de l'air, c'est un vecteur d'efficacité énergétique des bâtiments, puisque une façon de limiter en fait la concentration de particules fines dans les bâtiments, c'est et pas que, et des maisons aussi. Alors là, le technicien, c'est Thomas qui est le technicien, si tu veux, tu peux expliquer. Non, effectivement, aujourd'hui, on assiste à une forte transition énergétique des bâtiments. Ce qui va poser problème, c'est que l'étanchéité thermique peut mettre à mal la qualité de l'air intérieur et donc la santé des occupants. Et aujourd'hui, en fait, à des fins énergétiques aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'air qui est vicié à l'intérieur à bonne température avec les calories. On va le traiter avec des techniques d'épuration d'air pour le réinjecter dans le bâtiment, donc avec des gains énergétiques et une meilleure qualité de l'air, incidemment. Voilà, aujourd'hui, en fait, pour faire baisser pour essayer de faire baisser la concentration en particules fines dans les bâtiments, on ventile de plus en plus, mais en faisant venir de l'air de l'extérieur qui lui-même est pollué. Alors que si vous mettez un filtre à air, en fait, vous allez limiter la concentration en particules fines. Donc, vous allez limiter votre facture d'électricité parce que vos convecteurs vont marcher moins, donc vous allez consommer moins d'électricité pour gérer l'air à l'intérieur du bâtiment. Et comme je le montrerai un petit peu plus loin, et ça c'est quand même très important, il y a eu des études qui montrent que quand vous purifiez la qualité de l'air, la productivité du travail augmente. Les gens ont moins mal à la tête, ils ont moins la nausée, et l'effet sur la productivité du travail, il est juste pas négligeable. 3 à 8% chiffré par l'INVS, ce qui est énorme en termes de levier, gisement de gains de productivité dans des entreprises qui ont déjà été très épurées, disons. Donc là, quand un économiste entend gain de productivité apparent du travail de 3 à 8%, il y a les oreilles qui se dressent parce que c'est vraiment très, très, très significatif. Pardon ? Oui, absolument. Oui. C'est vraiment très significatif. Moi, quand je suis tombé sur ce chiffre-là, j'étais vraiment impressionné. C'est jusqu'à 1 tiers d'arrêt maladie en moins, une bonne qualité de l'air dans l'entreprise. Enfin, c'est très notable. Et un filtre à air dans une centrale à convection, c'est 9 000 €. Oui, à peu près. Donc on peut s'amuser à faire le calcul du payback period, c'est-à-dire au bout de combien de temps je vais revenir sur mon investissement. Parce que d'un côté, je dépense pour avoir ce purificateur d'air, de l'autre, j'ai des gens qui ont moins d'arrêt de maladie, sont plus productifs. Le calcul peut se faire et c'est là où on voit que ça devient un investissement rentable aussi pour les agents privés. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi à titre professionnel, c'est que les
Que les agents publics, je passe sur ce slide, soient fondés à agir, très bien, mais je trouve que c'est encore plus stable quand les agents privés ont en plus une incitation à le faire. Là, vous avez vraiment la garantie d'un business model qui va tenir longtemps. Et c'est le cas pour la pollution de l'air. Et puis, alors rapidement, donc, il ne s'agit pas, Monsieur le Président, de se défausser sur les collectivités territoriales, surtout pas dans cette maison. Le fait est qu'il est important de se rappeler que les collectivités territoriales peuvent faire beaucoup en matière de lutte contre la pollution de l'air. Tout ce qui est l'organisation des transports urbains, il y a un chapitre complet dans le livre qui passe en revue un certain nombre d'instruments qui ont été mis en œuvre de ci, de là. Alors parfois, ce n'est pas très consensuel. Évidemment, une tarification urbaine en France, ça sonne un peu bizarre, mais ça fonctionne bien à Londres et dans d'autres villes. Alors, les fixations de limites de vitesse, on est en plein dedans. Il y a des expérimentations actuellement. Les zones à émissions faibles, ça, c'est Berlin, avec donc un zonage du territoire urbain en fonction du degré de pollution des véhicules. Mexico, c'est plus réglementaire, des restrictions de circulation. Il y a plein d'exemples. Et puis, en termes d'urbanisme, et je pense que je finirai par là, en termes d'urbanisme, en France, comme vous le savez, on a eu une tendance depuis les années 70 à... C'est la rurbanisation, on dit, c'est-à-dire à l'étalement urbain. Et donc les gens s'installaient, moi je suis dans les Vosges, et donc je vois bien, parfois ils s'installent à 20-30 km, et donc ils prennent la voiture pour aller travailler. Tout cela consomme beaucoup, évidemment, de carburant liquide et émet beaucoup de CO2. Donc la tendance un peu de l'urbano-écologisme en ce moment, c'est plutôt des villes compactes, des centres-villes compacts. Et donc là, il y a des questions d'urbanisme absolument passionnantes qui se développent, créer des couloirs d'air, des espaces urbains au sommet des maisons de grande hauteur. Il y a toute une réflexion qui se développe sur le sujet. Et je crois que je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Kerting. Oui, moi je vais être très rapide, puisqu'effectivement l'objet était bien d'avoir une idée du coût économique et financier de la pollution de l'air. Néanmoins, j'aimerais apporter à votre connaissance le fait qu'aujourd'hui c'était une vraie opportunité pour la France, la qualité de l'air, parce qu'on a la première filière industrielle de qualité de l'air. Pour il y a 30 ans, lancer des sociétés d'instrumentation, de mesure, de traitement, il fallait s'appeler la France, et l'ingénierie publique a beaucoup contribué aujourd'hui à l'écosystème de la qualité de l'air. Et on se retrouve avec tous les maillons de la chaîne de la qualité de l'air aujourd'hui présents au niveau français. Néanmoins, le vecteur économique de cette filière est très faible, puisqu'il n'y a que des PME, disons, voire des TPE. Et aujourd'hui, pour aller adresser des marchés mondiaux, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, les PME de la qualité de l'air sont réunis au sein de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Et c'est une opportunité économique majeure dans les initiatives françaises à l'export. Je vais citer qu'une seule initiative, par exemple Vivapolis, qui vise à regrouper les acteurs de la ville intelligente à l'export avec des grands groupes, des ministères, des PME, des institutionnels et des académiques. Et aujourd'hui, on aura besoin de ce réservoir de PME de la qualité de l'air pour en faire l'avantage concurrentiel des villes qu'on va vendre en offre globale urbaine à l'export. C'est-à-dire que demain, les ventes qu'on va vivre aux Chinois, aux Indiens, aux Brésiliens, aux Africains, et même en Europe, ces villes devront respirer. Donc on fait un pari qui n'est pas bien risqué, mais encore faut-il le vendre. Donc il faudra beaucoup communiquer aussi sur cette réalité industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, j'aimerais insister sur le fait qu'on ait vraiment une formidable carte à jouer, une opportunité économique sur la filière et le déploiement du thème de la qualité de l'air de manière vraiment industrielle. Et de l'autre côté, il faudra le faire savoir et bien le communiquer. Donc il y a vraiment cette importance de la communication. Et pour communiquer tout cela, il faut rassembler les parties prenantes, il faut faire adhérer le citoyen, les professionnels, les académiques, et il faut organiser des lieux où on puisse échanger sur la qualité de l'air, sur son coût, sur l'intérêt de s'en saisir. Un autre exemple, l'événement qualité de l'air labellisé par la COP21, le sommet de Paris à la fin de l'année, s'appelle les Respirations, et cette année aura lieu une semaine avant la COP21, justement, qui va parler que de climat, le 23 novembre 2015, qui permettra de mettre un coup de projecteur qualité de l'air sur toutes les problématiques environnementales. Donc voilà un petit peu comment tout ça évolue. Et au-delà du coût détaillé par Frédéric Gonan, je voulais insister sur l'énorme opportunité également, au-delà de la filière industrielle de la qualité de l'air, du lien entre la qualité de l'air et d'autres filières stratégiques. Aujourd'hui, la révolution numérique, et donc par exemple une filière stratégique que pourrait être les objets connectés,
et tout à fait s'exprime totalement dans la qualité de l'air. Si vous voulez, c'est que on va avoir une multiplication des capteurs d'un côté, une ville intelligente, les objets connectés, qui va nous donner beaucoup de données, donc ces fameuses data. Mais ces data, on peut les utiliser à des fins de santé publique et agir dessus. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on va avoir la météorologie qui va connaître une révolution. On va pouvoir mesurer l'air en 3D, se balader dans un environnement modélisé. On va avoir une révolution digitale qui va nous permettre justement d'avoir des nouveaux services, des nouveaux business models de l'économie digitale. Donc c'est très puissant. On a des trillions d'un côté, donc des milliers de milliards d'un côté, des milliers de milliards de l'autre côté. Il faut donner une vision. Et là, la France peut donner une vision de la société dans laquelle elle désire vivre. Et en fait, la vision de la ville telle qu'on la veut peut trouver un moteur opérationnel sur la qualité de l'air et sur les objets connectés et intelligents. Alors j'espère avoir été clair sur l'association, j'allais dire, de la vision sociétale et de pouvoir mettre à la fois la qualité de l'air et le côté données comme moteur de cette vision. Et aujourd'hui, on essaye justement de faire ces passerelles-là et de dire on peut aussi utiliser la révolution numérique à des fins de bien public. Je voudrais finir par j'aurais beaucoup de points à vous soumettre, mais s'il fallait vraiment garder une idée, c'est la France a su éclairer le monde avec les lumières, elle peut l'inspirer avec l'air. Aujourd'hui, on dispose de toutes les compétences sur un sujet très complexe qui peut reconnecter l'individu avec les sujets globaux du fait de la localité de la qualité de l'air dont on parlait, mais aussi de pouvoir s'imposer sur des problématiques mondiales, les villes chinoises. Comment on va traiter le problème de Pékin, de Bombay, de Delhi, de Rio. Et donc une petite formule pour qu'elle vous le reste en tête un petit peu, puisqu'on parlait de communication, donc il y a l'air de rien, l'air c'est tout. Et c'est vrai, quand on se pose la question, qu'on a trop vite présumé du trivial et qu'on est allé très très loin dans de la complexité. Mais si on reprend le fil de l'essentiel, on commence par bien respirer, on boit bien, on mange bien et on vit bien ensemble, déjà. Et la compétitivité des territoires passera par la qualité de l'air. Un petit chiffre aussi qui est assez éloquent. Donc, on mange à peu près, enfin ça dépend des personnes, mais 1,5 kg par jour. On boit 2 litres, c'est ça? Enfin, encore une fois, ça dépend des personnes. 2 litres 5, mais on filtre 12 litres d'air par jour. Ouais, 12 kilos, c'est 15 000 litres. 12 kilos d'air. 12 litres. 15 000 litres, ça fait 12 kilos. Oui. Ah ouais. Ouais. D'air. Et pardon, oui. Aujourd'hui, j'insisterai sur l'essentiel aussi, formation de toutes les classes d'âge, à la fois des professionnels territoriaux, pour les aménageurs urbains, les responsables des chantiers de rénovation thermique ou de transition des bâtiments, et même les équipes pédagogiques. Les classes d'âge mettent 20 ans à être formées sur ces sujets-là. On a appris à respecter l'énergie, le tri des déchets, l'air, c'est maintenant aussi. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour votre exposé. Écoutez, je suis totalement en phase avec ce que vous venez d'exposer, puisqu'il s'agit également pour nous, comme ce qu'on vous avait dit, c'était évidemment donc de faire ce rapport, cette commission d'enquête autour du coût économique et financier de la pollution d'air, donc de partir du constat normalement non contestable de son aberration sanitaire, aussi une aberration économique, mais également de profiter de cet handicap, si je puis dire, ou en tout cas de cette contrainte pour justement trouver une opportunité économique. Donc ça sera plutôt la fin de nos auditions, justement, ce sera d'auditionner les porteurs de projets, les chercheurs ou justement les PME, les TPE innovantes. L'idée étant évidemment vraisemblablement de démontrer qu'évidemment il y a un coût qui va se chiffrer à plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards pour le coût économique et financier, mais qu'également c'est une opportunité économique qu'on doit saisir.
Et donc, plus évidemment nous aurons des illustrations et des exemples précis sur des filières économiques à développer, ou là où on pourrait justement, vous parler tout à l'heure de formation, tout ça pour vous dire si éventuellement vous pourriez nous illustrer, si vous aviez 2 exemples en tête phares ou de projets que vous avez pu voir sur ces opportunités économiques, et par la suite, enfin je parle sous le contrôle du président, si vous avez éventuellement également des PME et des TPE à nous recommander pour que nous les auditionnons, pour justement participer aussi à cette illustration et aux capacités qu'on a de développer telle ou telle technologie en rapport avec la qualité de l'air, qui doit être aussi une opportunité économique pour notre pays. Je vous remercie. Je vais reprendre le fil de la chaîne de valeur en commençant pour vous donner des exemples au tout début. Donc, on va avoir des sociétés qui vont permettre de mesurer l'invisible et donc de pouvoir avoir de l'instrumentation qui permettent de capter les différents polluants, d'avoir l'information, de les retranscrire sous forme de modélisation. Un exemple qui me vient naturellement comme ça au débeauté, ce serait sur la ville de Paris, lancé en version bêta à l'été 2013, AirCity, qui est un logiciel de la société Aria Technologies qui permet de représenter Paris, enfin l'air de Paris en 3D, 3 mètres sur 3. Et pour vous donner une idée très concrète, en fait, vous vous baladez dans un univers qui est un univers d'air, en termes de pollution. Et donc, en fait, imaginons que ça puisse devenir un filtre de Google Glass. Ça, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il y a des applications, on peut se balader dans un environnement. Et très concrètement, une fois que j'ai, quel est le service derrière tout ça? Une fois que j'ai sur mes Google Glass ou sur un autre interface la pollution de l'air en 3D, je peux aller courir dans un endroit où l'air est un petit peu meilleur pour éviter de m'impacter au maximum les poumons. Ça, c'est très concret pour le citoyen. Allons jusqu'aux technologies d'épuration. Enfin, au passage, il y a l'expertise quand même. Tout ce qui va être assistance à maîtrise d'ouvrage des grands groupes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur des données aussi sensibles que la qualité de l'air, il faut de l'expertise. Il faut pouvoir intégrer technologiquement en amont des capteurs, en aval des solutions de remédiation, et avoir cet accompagnement stratégique. Donc, il y a une grosse phase d'expertise. Des sociétés comme ça, la plus grande, enfin le bureau d'études le plus connu s'appelle AirSure, depuis 20 ans, qui a commencé à l'hôpital et qui aujourd'hui investit la sphère professionnelle et la sphère privée. On sort du bloc opératoire pour la qualité de l'air. Voilà. Sur tout ce qui est technologie, on aura tout type de technologie. Alors des technologies avec des filtres, avec quelque chose de mécanique qui va venir arrêter des particules. On va avoir des solutions qui vont exploser des gaz plutôt que de les retenir. Et ça se développe très forcément. Et on a un écosystème en France de technologies par rapport aux technologies actives d'épuration qui est vraiment exceptionnel, et qui va pouvoir s'embarquer à la fois dans des unités mobiles, un petit peu comme des enceintes, des purificateurs, mais notamment dans des grandes centrales de traitement d'air, en amont des systèmes aéroliques, comme le disait Frédéric Gonan tout à l'heure, effectivement, pour des sujets bâtimentaires. Et en aval, la formation, la FIMIA, donc la fédération, vient de lancer le premier catalogue de formation qualité de l'air, comme exemple. Et typiquement, on va proposer aux professionnels territoriaux du 94, on a été lauréat donc, de l'appel à projet du Val-de-Marne, et on va proposer le premier catalogue de formation à la qualité de l'air aux aménageurs urbains, aux rénovateurs thermiques et aux équipes pédagogiques. Voilà des exemples, j'allais dire très concrets, mais j'en ai beaucoup encore, évidemment. Merci. Un peu dans le même ordre d'idée, puisque vous évoquez je dirais l'activité économique, enfin le secteur, pour ne pas dire la branche industrielle ou la filière industrielle sur la qualité de l'air. Vous avez dit que non seulement on avait tout plutôt sur des entreprises de taille moyenne, je dirais plutôt des PME. Finalement, 2 questions. Qu'est-ce qui nous manque pour passer de la PME au grand groupe? Enfin, je parle de la France, évidemment, parce que tant qu'à faire, autant faire la course en tête sur ce sujet. Et deuxièmement, quelle est la taille du marché qui vous paraît s'ouvrir dans ce domaine? Alors l'idée serait plus de passer d'une taille petite à des tailles moyennes. Donc en fait, l'objectif ce serait de multiplier les ETI dans la qualité de l'air. Ce serait ça l'objectif. On a des sociétés aujourd'hui, on va dire que 80% de l'écosystème d'innovation sur la qualité de l'air est composé de sociétés de moins de 10 personnes. Donc l'objectif intermédiaire serait vraiment, pour le coup, oui, d'accéder à ce stade intermédiaire d'entreprise de taille intermédiaire. On a plusieurs raisons d'être confiants pour avoir des ETI dans quelques années sur la qualité de l'air. Néanmoins, pour accélérer, comme vous me le demandiez, effectivement, il y a plusieurs points à lever. D'une part, il y a le soutien
un petit peu à l'image allemande ou américaine de nos entreprises d'innovation sur la qualité de l'air. On parle de technologie de rupture. On a vraiment besoin d'un soutien inconditionnel des pouvoirs publics à l'export. Je parle de l'État au sens large. On va avoir évidemment un financement beaucoup plus éclairé sur la qualité de l'air, puisqu'aujourd'hui, en fait, effectivement, aussi dans les grilles d'analyse de financement, la qualité de l'air, c'est un petit peu exotique. Il y en a beaucoup pour le climat, pour l'eau, pour les déchets. Il faudrait pouvoir constituer une approche, j'allais dire, dédiée à la qualité de l'air, sachant qu'en plus, les investissements ne sont pas énormes pour vraiment pouvoir passer à des stades supplémentaires. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit plutôt exotique. Comment vous l'expliquez? En fait, tout ce qui est en rupture, le temps que ce soit normé dans des référentiels d'appréciation, ça prend un petit peu de temps. Donc effectivement, tout ce qui est technologie de rupture, tout ce qui n'est pas encore, qui est en cours de normalisation, ça prend un petit peu de temps. Il y aurait un effet gouvernance aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'effectivement, on a une ingénierie publique qui est vraiment très empreinte sur la qualité de l'air, mais qui vient sur des marchés privés pour se financer, puisque la réforme territoriale et je passe d'autres décisions budgétaires font que le financement des agences agréées de surveillance de la qualité de l'air est un vrai problème. Je vous donne un exemple très concret comme ça. Je veux dire, c'est en gros, jusqu'à il y a peu de temps, je vais prendre l'exemple d'Airparif. Airparif devait avoir 7 millions de budget. Rogner, là ils sont à 6 millions, il leur faudrait 10 millions. En gros, aujourd'hui, peut-être qu'une idée de garder une fonction régalienne sous la coupe de l'État pour des mesures de surveillance, voire d'accompagnement, d'évaluation des politiques publiques aussi, et laisser le gisement d'expertise publique s'exprimer, alors en direct ou pas, ou via la voie privée, à l'international, ce serait quand même une vraie opportunité pour avancer, donc une nouvelle gouvernance de la qualité de l'air. Et enfin, une forte synergie avec d'autres filières qui sont aujourd'hui en fait décidées comme des filières stratégiques de développement économique, mais qui doivent prendre l'air au sein de leur propre, j'allais dire, logique. Et typiquement, les objets connectés pour en faire des objets connectés et intelligents, par exemple. Avoir un stylo qui communique avec un cahier qui communique avec ma voiture, c'est très bien. Ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, avoir une information qui permette d'améliorer la qualité de l'air ou une information sur l'air qui permette d'améliorer les comportements, ça peut être intéressant au niveau, même j'allais dire, sociétal. Voilà. Je me permettrai une dernière question parce que je ne veux pas abuser. Vous avez évoqué là l'attente, sous deux formes d'ailleurs, d'un soutien, on va dire des pouvoirs publics. Soit aux filières, soit vous l'avez abordé à travers les ASQUA. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là d'accord avec moi pour dire, puisqu'on est dans la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, que dans un premier temps, en accompagnant, si on choisissait, si on pouvait, on aurait donc effectivement un coût qui permettrait de structurer une filière, mais qui tomberait, qui deviendrait ensuite plutôt producteur de richesses et de recettes. Ce qui veut dire que, je réfléchis à voix haute avec la rapporteure et devant vous, ça veut dire que dans notre commission d'enquête, il y a certainement le coût qu'on subit lié à la pollution, ça on l'a déjà beaucoup évoqué, mais là on peut dire qu'on a, dans certains cas, et en tous les cas pour la filière industrielle et pour notre économie, on peut avoir dans un premier temps, si on séquence, un coût pour la collectivité, qu'on va appeler un coût effectivement économique et financier, mais qui ensuite, si on est bon, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait tout seul, en tous les cas, si on trouve bien notre place, le coût disparaît, ou en tous les cas, il se réduit, mais et il peut amener, je dirais, une production de richesse et donc des recettes. Je me trompe ou pas? Moi, je ne veux pas avoir un raisonnement trop simple. Donc. Non, la réponse est oui. Ce qui est assez remarquable, c'est que la réponse est oui, tant pour les pouvoirs publics que pour les agents privés. En fait, c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus intéressé dans ce sujet-là, puisque mon sujet de réflexion essentiel, c'est surtout la transition énergétique. Et on ne pourrait pas dire exactement les mêmes choses sur la transition énergétique, puisque la transition énergétique, c'est quand même payer plus cher de l'énergie pour avoir moins de CO2. Enfin, moi, ça ne me dérange pas en soi, c'est un arbitrage politique, mais l'énergie est plus chère en termes renouvelables. Tandis que là, le point vraiment qui pour moi est le plus important, il y a deux points importants, c'est que, d'un point de vue de bien-être, les pouvoirs publics, quand ils dépensent au niveau européen entre une dizaine de milliards d'euros, mais là, c'est pas en annuel, c'est en cumulé sur toute une période, donc c'est pas énorme au niveau européen.
vous avez des effets de diminution du coût économique de la pollution de l'air tel qu'on l'évalue, qui sont massifs. Donc c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, l'investissement est hyper rentable si on se place du point de vue du bien-être pour les pouvoirs publics. Et ensuite, si on reprend le sujet pour les agents privés, ça l'est aussi. C'est le fameux 3 à 8% de productivité en plus. Il y a une vraie logique à investir là-dedans parce que ça pèse sur la productivité de vos gens. Et donc j'allais dire, c'est même pas par altruisme, c'est juste pour augmenter sa productivité. C'est par intérêt général. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quand il y a un business model stable au point de vue privé qui se marie avec quelque chose de stable au point de vue public, là, vous avez quelque chose où vous pouvez faire une politique publique vraiment pertinente. Oui. Et vous demandiez à quel moment est-ce que c'est raisonnable de fonder l'espoir de passer à quelque chose de rentable très rapidement finalement. Et le retour sur investissement finalement peut être d'une part très rapide et peu coûteux sur l'investissement de départ et très bénéficiaire sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui en fait finalement on a un aéropage de PME qui sont déjà en fait finalement qui ont déjà en fait financé l'innovation. Maintenant il s'agit de les accompagner. Alors c'est pas forcément en plus à chaque fois de l'argent, je veux dire du cash, ça peut être tout un tas d'organisations mais précises qui permettent de porter le sujet et de faire réussir nos entreprises. Mais aujourd'hui, oui, avec un fonds dédié sur la qualité de l'air, avec très peu de moyens, on peut faire des succès majeurs. On finit par un petit feu d'artifice. Et voyez excusez-moi Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, mais le poids de l'eau, en termes de business, tout simplement. Voyez le retard qu'a l'air. Et sur l'eau, on est très fort au niveau français. Et sur l'air, on est encore plus fort, donc déjà. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est notable. Et ça se complète bien aux différents verticaux qu'on nous reconnaît à l'international, hein, c'est-à-dire de bien vivre, enfin, c'est-à-dire les ingénieristes, les installateurs de parcs environnementaux, enfin, dans les villes, les constructeurs de bâtiments. Bon, l'air, c'est une infrastructure. Voilà. Et quand on a fait le pas de côté qui consiste à dire que la qualité de l'air, c'est une infrastructure. On peut la concevoir, la réaliser, la maintenir et la gérer. Donc on en est là aujourd'hui sur cette thématique-là. Et juste sur l'autre parallèle qui était fait sur la route, vous voyez le coût de la prévention routière. Alors, je maintiens et je m'engage. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez le poids de support à la qualité de l'air pour des enjeux qui sont dimensionnellement plus impactants aujourd'hui, beaucoup moins frappants du fait de l'immédiateté des décès. Mais voilà, mettons les choses en regard, en perspective, et probablement que la transition écologique passera par la qualité de l'air, dont c'est un des moteurs de la transition écologique, tout simplement. J'abuse de votre temps. Une toute petite question. Vous avez souligné l'excellence française autour de ce sujet. Quels est, selon vous, éventuellement nos principaux concurrents sur ce sujet au niveau européen ou au niveau international? Est-ce que la France en est suffisamment en avance? Ou peut-être sommes-nous, si on ne prend pas les décisions assez vite, peut-être on pourrait arriver en retard sur le marché au niveau international? Aujourd'hui, on est talonné. Et on a pris beaucoup de retard, en fait, finalement, en ayant beaucoup d'avance, parce que ça fait des années qu'on essaie de financer l'essor de cette filière industrielle. Et vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est éviter le syndrome Minitel. On avait de quoi faire les ordinateurs et Internet, on ne l'a pas fait à l'époque, pour des raisons tout à fait, non objectives. C'est un peu la répétition de ce cas-là, c'est qu'on a tout ce qu'il faut et on peut vraiment s'en saisir. Les concurrents, pour vous répondre très précisément, vont se situer au niveau de ceux qui maîtrisent déjà bien les offres urbaines globales. Donc typiquement tout ce qui va être coréen, allemand, américain, pour ne citer que trois. Donc européens, oui, des asiatiques et des américains. Voilà, merci. Il est 8h. Il faut aller voir Pimprenel et Nicolas, ou je sais pas. C'était quoi? Merci beaucoup. Non, plus sérieusement, merci beaucoup. En plus, on a fini par une bouffée d'air pur et d'optimisme, donc c'est bien. L'espérance est une vertu héroïque.